Bon matin tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule thématique. Aujourd'hui, on va parler des phobies. Mais avant de commencer dans le sujet, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Caroline, je suis intervenante chez Oasis Santé Mentale à Grimby. En fait, nous, ce qu'on fait chez Oasis, c'est qu'on vient en aide à l'entourage d'une personne qui manifeste des caractéristiques cliniques d'un trouble de santé mentale. Quand on parle d'entourage, là, c'est assez large, donc ça peut être la famille proche, la famille élargie, mais ça peut également être des amis, des collègues de travail, un voisin. En fait, on aide toute personne qui se sent concernée par l'autre. Chez Oasis, on dessert le territoire de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va aborder les phobies. Avant de commencer, j'aimerais ça vous poser 3 petites questions qui vont nous aider là, à faire la différence entre une peur et une phobie. Donc, la première, est-ce que vous avez une peur? En fait, je ne devrais pas vraiment vous demander si vous avez des peurs parce que tout le monde en a, puis c'est normal d'en avoir. Donc, je devrais plutôt vous demander quelles sont vos peurs. Est-ce que ces peurs-là vous ont déjà empêché de faire quelque chose que vous aviez vraiment envie de faire? Puis, qu'est-ce que cette peur-là vous fait vivre? Donc, par exemple, j'ai peur des araignées, je vois une araignée, comment je vais me sentir à l'intérieur? Donc, en fait, une phobie. Une phobie, ça fait partie de la catégorie des troubles anxieux. La catégorie des troubles anxieux regroupe quand même quelques diagnostics, dont les phobies. Pour les autres diagnostics, là, on pourrait y revenir une autre fois. On va vraiment se concentrer sur les phobies, mais ça fait partie des troubles anxieux. Donc, qui dit trouble anxieux dit angoisse, anxiété. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse un petit peu la différence ensemble. C'est quoi une angoisse normale, puis une angoisse qui est problématique. Donc, pour une angoisse normale, en fait, c'est normal de ressentir de l'angoisse. Tout le monde en ressent à un certain moment et de façon différente. Tout le monde ressent l'angoisse. Donc, l'angoisse est un petit peu un moyen de protection pour chaque personne. L'angoisse va faire en sorte qu'on va avoir une réaction de lutte ou de fuite à une situation de danger qui est réelle, qui est présente ou qui pourrait se passer dans le futur. Qu'est-ce qui se passe quand on ressent de l'angoisse? En fait, le cerveau va transmettre un message au système nerveux, puis le système nerveux, lui, va réagir en produisant de l'adrénaline. Cette adrénaline-là va nous pousser à justement fuir ou lutter face à la situation qui nous préoccupe, la situation qu'on vit. L'angoisse, même si elle est normale, peut avoir des effets sur la personne. Donc, ça peut avoir des effets, des symptômes au niveau physique. Donc, par exemple, des sueurs, des étourdissements, des palpitations cardiaques. Donc, c'est normal d'en ressentir à un certain point. Il peut également avoir des symptômes au niveau cognitif. Donc, quand on parle de cognitif, hein, c'est le cerveau. Hein? Donc, c'est des symptômes qui viennent modifier la façon dont on pense. Puis, il peut également y avoir des symptômes au niveau comportemental. Donc, quand on parle de comportement, c'est la façon dont on réagit. Hein? Donc, ça vient modifier la façon dont on réagit. Donc, quand on vit une situation qui est réelle ou imaginaire, qui est présente ou imminente, c'est normal qu'on ressente de l'angoisse sur les 3 plans qu'on vient de voir simultanément, donc en même temps. Où est-ce que l'angoisse devient problématique? Donc, l'angoisse devient problématique quand les symptômes qu'on a vus plus tôt sont persistants et sont graves et emmènent là, de la difficulté à la personne à vivre une vie normale. Dans le fond, ça cause une détresse à la personne, donc ça peut nuire à sa capacité de travailler, sa capacité d'étudier, sa capacité de socialiser, sa capacité de faire des activités avec les autres, d'accomplir les tâches au quotidien. Donc, si c'est des choses qui arrivent, ben c'est une angoisse qui est plus considérée comme normale. Là. C'est un petit peu plus. Là. Donc, elle pourrait être problématique. Donc, pour les phobies, en fait, les phobies, là, il y a deux grandes catégories de phobies. La première, c'est les phobies spécifiques. Puis la deuxième, c'est les phobies sociales. Donc, dans les phobies spécifiques, là, qu'est-ce que c'est une phobie spécifique? C'est une peur qui est marquée et persistante face à un objet ou une situation. Il y a 4 sous-types de phobies spécifiques. La première, c'est les phobies de type animal. Donc, hein, ça le dit dans le nom. Donc, par exemple, les souris, les araignées, les chiens. Donc, tous les animaux là, rentrent dans les phobies spécifiques de type animal. Ensuite, il y a les phobies spécifiques de type environnemental. Donc, la peur des orages, la peur des hauteurs, la peur de l'eau. Donc, tout ce qui est relié là, aux éléments de la Terre.
Ensuite, il y a les phobies ayant trait au sang, aux injections ou aux accidents. Donc, par exemple, la vue du sang, les piqûres, la peur d'avoir une procédure invasive. Donc, tout ça rentre dans ce troisième sous-type. Puis le dernier sous-type, c'est les phobies de type situationnel. Donc, par exemple, la peur des transports en commun, la peur des ascenseurs, la peur des lieux fermés, rentrent toutes dans cette catégorie-là. Puis il y en a plusieurs autres aussi. Donc ça, c'est pour les phobies spécifiques. Ensuite, pour les phobies sociales, la définition là, des deux phobies se ressemble beaucoup. Donc, c'est également une crainte marquée et persistante, mais qui sont reliées plus à des situations sociales, des situations où il faut agir en public et où on pourrait se sentir gêné. Donc, par exemple, une présentation orale, une entrevue, rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux amis. C'est toutes des choses là, qui peuvent créer de l'anxiété à la personne qui souffre de phobie sociale. Parce qu'en fait, cette personne-là va éviter les situations où elle pourrait se faire observer. Hein? Donc, rencontrer des nouvelles personnes, c'est vraiment un bon moyen pour se faire observer, donc elles ne seront pas à l'aise dans des situations comme ça. Donc, au début de la capsule, je vous posais des questions là, pour savoir, bon, est-ce que j'ai des réactions quand je vois ma peur, par exemple la peur des araignées, comment je me sens, est-ce que ça m'a déjà empêché de faire des choses? Donc, c'est vraiment ce qui va différencier là, la peur d'une phobie. Donc, en fait, quand on parle d'une phobie, c'est vraiment parce que l'exposition à cet élément-là, l'événement phobogène qu'on appelle. Donc, l'exposition à l'événement phobogène va amener une réaction immédiate de notre corps, une réaction d'anxiété. Donc, par exemple, une attaque de panique. Puis, c'est quasi immédiat, là. Donc là, on pourrait parler plus d'une phobie que d'une peur, si on a une réaction comme ça. Ensuite, il peut également y avoir de l'évitement. Donc, quand je vous posais la question tantôt, est-ce que ça vous a déjà empêché de faire quelque chose que vous aviez envie de faire? Bien, malheureusement, les personnes qui ont des phobies risquent de répondre oui à cette question-là. Parce que, justement, ils vont éviter les situations dans lesquelles ils ne se sentiront pas à l'aise. Ils vont anticiper beaucoup la réaction qu'ils peuvent avoir, puis ils vont anticiper de vivre une situation avec l'élément phobogène dedans. Ce qui fait en sorte que, bon, les activités professionnelles peuvent être difficiles, les activités sociales, les relations avec les autres. Donc, ça vient vraiment affecter la vie de la personne. Puis, le dernier critère, là, c'est vraiment, ça apporte une souffrance psychologique chez l'individu qui souffre de phobie. C'est quoi les causes de la phobie? Bon, en fait, les phobies n'ont pas vraiment de cause exacte. Elles ne sont pas vraiment connues pour le moment. Il y a plusieurs hypothèses. Donc, moi, je vais vous nommer plus les hypothèses. De toute façon, c'est différent pour chaque personne. Hein? Quelque chose qui pourrait déclencher une phobie, pour moi, pourrait ne pas en déclencher une chez une autre. Puis, et vice-versa. Là. Donc, pour ce qui est des hypothèses, là, il y en a quelques-unes. La première hypothèse, c'est les événements stressants ou traumatisants. Donc, par exemple, un feu dans une maison quand je suis jeune, un cambriolage, ça peut être le décès d'une personne qui est significative pour moi. Donc, tous ces événements-là peuvent faire développer un trouble anxieux, hein, parce qu'on se rappelle, les phobies, fait partie de la catégorie des troubles anxieux. Donc, autre que les événements stressants ou traumatisants, il peut y avoir aussi là, les antécédents familiaux, parce que malheureusement, les troubles anxieux sont quand même assez héréditaires. Ça ne veut pas dire que parce que ma mère a un trouble anxieux que je vais avoir un trouble anxieux, mais on a plus de chances quand même de vivre une problématique en lien avec ça. Donc, ça peut être une autre des hypothèses. Ensuite, l'autre hypothèse, c'est le développement durant l'enfance. Donc, la façon qu'on a été modulé, la façon qu'on a vu nos parents réagir, les personnes significatives dans notre vie. Donc, par exemple, si ma mère a peur des souris, à toutes les fois qu'elle voit une souris, elle crie, elle a un sentiment de détresse, puis elle me le transmet un petit peu. Ça se peut que plus tard, j'ai une phobie des souris. Donc, j'ai été modulée pour avoir peur des souris, fait que ça se peut que j'ai une phobie plus tard. Ensuite, il y a l'usage d'alcool, médicaments, drogue, qui peut être aussi un des facteurs. Puis le dernier, ça pourrait être lié à d'autres problèmes médicaux ou psychiatriques aussi. Pour ce qui est des traitements, bon, en fait, hein, la médication, tout le monde connaît la médication. Tout le monde a déjà pris des médicaments dans sa vie pour régler un problème. Donc, oui,
la médication en fait partie. La plus populaire pour des cas comme ceux-ci, c'est vraiment les antidépresseurs. En fait, les antidépresseurs, ce que ça vient faire, c'est que ça vient rebalancer la chimie du cerveau. Hein? Puis quand on parle d'anxiété, c'est quand même, ça a quand même un lien avec la chimie du cerveau qui est débalancée. Donc, ça vient rebalancer ça à long terme. Il y a aussi les psycholeptiques qui peuvent venir aider. Les psycholeptiques, en fait, sont mieux connus sous le nom d'anxiolytiques. Ils servent vraiment de calmant dans la situation. Donc, en fait, ils viennent atténuer les symptômes somatiques de façon immédiate. Mais c'est de courte durée. C'est pas aussi de longue durée que les antidépresseurs. Par contre, les deux utilisés ensemble peuvent être bénéfiques pour la personne. Il y a également là, les thérapies cognitivo-comportementales, excusez-moi, qui sont importantes, qui sont essentielles en fait pour les personnes qui ont des phobies, parce que c'est de réapprendre à vivre avec sa phobie aussi, de réapprendre à l'affronter. Donc, c'est vraiment très important là, dans les cas de phobie d'avoir un bon suivi avec un psychologue, un thérapeute qui pourra nous aider dans cette démarche-là. Donc, c'est ce qui conclut notre thématique d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, si vous croyez que, si vous avez reconnu un de vos proches dans ce que je viens de nommer, vous pouvez nous contacter. On va vous recontacter pour voir avec vous là, si vous avez des besoins en lien avec ça. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis j'espère que cette capsule-là a pu vous aider, puis régler certains de vos questionnements. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit bientôt pour une nouvelle capsule.